C'était pas mauvais, c'était très mauvais, voilà. C'est mauvais. C'est de la merde. Denver est à chier. Salut à tous et bienvenue dans le flop de l'année. Salut Sid. Salut Roy. Donc on se retrouve pour un top 5 des pires films de l'année, donc on a appelé flop film. Pour vous expliquer un peu, ça va être aussi bien les pires films qu'on a pu voir cette année, aussi que les plus grandes déceptions, des films pour lesquels on avait une vraie attente et qui en final se sont retrouvés être des véritables pétards mouillés, ou juste on avait trop d'attentes, ou juste en fait le film est décevant, mais il n'est pas mauvais, vous voyez ce que je veux dire? Il y a des films qui vont être en tout cas de mon côté, des films qui sont pas mauvais mais décevants, ou juste pas ma came, on va dire ça comme ça. Donc cette fois-ci on a un top 5 parce qu'on n'aime pas dunker les films, voilà, on va en dunker 5 chacun, il y aura quelques mentions déshonorables, mais voilà, on va se concentrer sur un petit top 5. Et je te propose Sid de commencer tout de suite avec ton flop 5. Yes, alors mon flop, donc en 5e position, sera The Creator. Ok, Avec, j'ai oublié le nom. de Gareth Edwards, celui qui avait fait Rogue One, et Oui, mais c'est... et avec le fils... Josh Washington. Voilà. Josh quelque chose Washington. Le fameux George Washington, c'est lui-même. C'est un film de SF. De mon côté, la SF, c'est compliqué parfois d'accrocher. C'est pas vraiment mon univers principal comparé à Roy. Là, on suit l'histoire d'un soldat qui va avoir pour mission d'aller récupérer une gamine / android / cyborg qui est un élément central pour face à, on va dire, au gouvernement, un truc comme ça. Déjà, l'histoire, elle est pas bancale, mais c'est compliqué à suivre. Le film est pas long, je crois, il dure moins de 2 heures. 1h40, 1h40, 1h50. Donc on peut se dire, pour ce temps-là, un film de SF, pour moi, c'est un truc qui doit être bien ficelé, bien amené. Vraiment de A à Z, on comprend tout, et ça se tient. Sauf que là, il y avait des attentes par rapport aux bandes annonces, et par rapport à ce qui se disait. On s'attendait à quelque chose de grandiose. Au final, il y a la photographie est incroyable, il y a des plans qui sont superbes. Ouais. Par contre, derrière, le jeu d'acteur, je sauve la gamine, qui est vraiment top. Sinon, le reste, c'est pas ouf. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et l'histoire, elle est mal amenée, il y a plein de trucs où on comprend pas trop, c'est mal imbriqué. Et du coup, au fur et à mesure du film, on espère que ça va redresser la barre, sauf que ça redresse jamais vraiment. Et à la fin, on arrive, on fait bon, voilà, le film est fini, super. Et du coup, en sortant, un peu déçu, parce que ça aurait pu être un très bon film de SF, 1h40, genre rapide, on kiffe, et c'est bon. Mais au final, non. J'ai beaucoup trop de reproches au film pour l'avoir, on va dire, avoir passé une bonne séance. C'est pour ça que je le mets en top 5. Mon flop 5, à l'inverse de toi, sera Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs. Alors je vais reprendre exactement ce que tu dis. Le medieval fantasy, c'est vraiment pas ma came. Donc pour moi, il faut que le film soit bien. J'aime bien Les Seigneurs des Anneaux, mais vraiment, en général, les films qui se passent dans la medieval fantasy, ça me... j'aime pas. Et là, en fait, c'est pas le pire film de l'année. Clairement, il y a quelque chose à apprécier dans Donjons et Dragons, et il y a quelques petits trucs que j'ai appréciés, mais j'ai plein de gros problèmes avec ce film, mais vraiment de gros problèmes. Et je vois que tout le monde est en train de citer comme un des meilleurs films, une bonne surprise, etc. Moi, il y a plein de trucs qui me vont pas. Les acteurs, j'ai rien à dire dessus, il n'y a pas vraiment de problème, à part peut-être la méchante qui en fait les caisses. Voilà, on retrouve un petit peu le côté dans Suicide Squad, Cara Delevingne, voilà, j'ai un petit peu ça, mais en fait, c'est au niveau du rythme et au niveau de l'histoire que vraiment pour moi le film s'effondre complètement. On a une scène un peu vers le début où en gros la troupe qui se forme, c'est un peu laborieux pour qu'elle se forme, mais elle se forme, va voir un personnage et le personnage est en train de t'expliquer du lore, mais vraiment il est en train de t'expliquer du lore. Donjons et Dragons, voilà, il y a tout un il y a Baldur's Gate, etc. Il y a 1 milliard de trucs. Et t'as un personnage qui dit non mais c'est bon, on s'en fout, on avance. Vraiment, quand t'as un personnage qui te dit oh là là, trop long, et on avance, ça fait une bonne vanne, mais ça ne règle pas le problème de ton film. C'est-à-dire qu'il y a un personnage qui est en train de lire du lore dans ton film, et toi tu le mets en scène en mode genre on s'en bat les couilles. Et c'est vrai qu'on s'en bat les couilles, mais du coup il y a quand même un personnage qui a lu du lore dans ton film. Ça va pas. En fait, le film retranscrit bien une partie de jeu de rôle dans cette situation-là où le maître du jeu il va raconter un peu d'histoire, et là t'as les joueurs ils se regardent, font on a rien à battre, nous on va aller taper des mobs ou avancer. Et en fait ça retranscrit une partie du jeu de rôle et chose tu me connais, que tu n'aimes pas. J'ai essayé plein de fois, je n'y arrive pas le jeu de rôle. Donc
Voilà, c'est un film qui a plein de défauts, et notamment la fin. La fin, je me suis arraché les cheveux pendant ma séance, à quel point le plan du méchant est con. Ah oui, et ouais. tu te souviens, je t'en ai parlé, je peux pas spoiler, mais vraiment, genre, il n'y a pas d'enjeu en fait. Il pourrait se passer une chose, et plus de problème, mais parce que les personnages de ce film, et dans cet univers, tout le monde Tout est est con. Alors du coup il y a un problème. Après voilà, il y a des bons moments, mais dans l'absolu, je trouve que les scènes d'action, les scènes de combat en fait surtout, sont quelconques. On a Robert Rodriguez qui joue... Alors elle joue une barbare, donc forcément elle joue une femme forte, un petit peu garçon manqué, etc. On ne parle Mais- pas du film. Aussi, elle décroche 3 mots. Ouais, voilà. Allez, si elle a 10 lignes de Non, dialogue mais après, à c'est tout pas une casser. actrice incroyable, mais le truc, c'est que les chorégraphies des combats sont pas incroyables. Il y a des vannes qui marchent bien. J'ai rigolé devant le film, il y a vraiment des moments où j'ai rigolé, et je pense qu'il y a peut-être ma vanne préférée avec Chris Pratt qui fond, voilà, je vais pas en dire Oui. plus. C'est peut-être la vanne qui est préférée de l'année au cinéma, mais en dehors de ça, les péripéties s'enchaînaient. Enfin, en fait, c'est jeu de rôle. J'ai trouvé que Ouais. ça s'enchaînait pas de manière cohérente, mais dans Ouais, une mais partie de jeu de c'est- rôle. Et voilà. C'est vraiment une partie de jeu de rôle. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se disent « Ah, le film s'est un peu planté, mais c'est dommage parce que c'est bon, on aurait pu en avoir plein dans cet univers. » Moi, vraiment, il faudra me tirer pour voir le prochain. Parce que vraiment, quand je suis sorti, je me souviens de l'état dans lequel j'étais et j'en pouvais plus, je voulais que ça se finisse. La Il a fin, elle est fondu, interminable. littéralement. Ah, j'en pouvais plus. Mais voilà, je peux pas le mettre plus haut dans mon flop parce qu'il y a quand même des choses à sauver, ce qui sera pas forcément le cas des films qui arrivent après. Donc, flop 5, Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs. Peut-être à rebours de pas mal de gens cette année. T'as moins retenu le nom, c'est déjà pas mal. Ouais, bah, non, parce que on travaille pour cette émission, ok on fait des recherches en amont. J'enchaîne avec mon flop 4, Equalizer 3. Alors, je sais pas si vous le savez, mais en gros, l'an dernier et cette année, je crois, vous aviez le droit à un crédit d'impôt si vous alliez tourner en Italie. C'est pour ça qu'on a Mission Impossible qui a une scène en Oui. Italie, c'est pour ça qu'on a Fast and Furious qui a une scène en Italie, et c'est pour ça qu'Equalizer 3 se passe entièrement en Italie. Et donc, je viens de voir au cinéma les vacances, mais vraiment les vacances de Denzel Washington, et au fait, il faut qu'on tourne un film. Allez, Donc, Denzel Washington monte des escaliers, Denzel Washington mange des pâtes au restaurant, Denzel Washington commande un petit thé à la terrasse. Oh putain, il est trop vieux. Il est trop vieux pour tourner un film d'action. Ça se sent. Personne n'a envie d'être là, mais enfin si, tout le monde a envie d'être là en vacances, mais personne n'a envie d'être là quand ils allument la caméra. Là, c'est vraiment, on a payé des vacances à l'équipe du film, et au fait, on a tourné un petit truc. Le méchant, il est très méchant, et c'est une caricature, et en même temps, ils se font péter la gueule. C'est jamais dur pour Denzel Washington. À partir du moment où il a décidé qu'il allait leur péter la gueule, il leur pète la gueule. Les enjeux, les acteurs, personne n'a envie d'être là. Le réal n'a pas envie d'être là, il n'y a rien, il n'y a pas une idée de mise en scène, c'est juste on fait le minimum syndical. La meilleure scène, celle dans le restaurant où il lui prend le bras, elle est dans la bande-annonce. Vous avez vu la bande-annonce? Économisez 1h40 de votre vie, vous avez vu la seule chose qu'il y a à voir. Vraiment, je me suis fait chier. Ouais, non, voilà. J'ai même pas les mots pour exprimer, je trouve que c'est un film vide, qui pour moi a été fait pour des vraiment mauvaises raisons. Là, c'est vraiment la suite de trop. On va tirer sur la corde. Il y a quelqu'un à côté de moi dans l'avion quand je revenais là, qui l'a lancé, il était trop énergique en mode « Oh regarde, il y a Equalizer 3 ». Sa meuf s'est endormie au bout de 20 minutes et lui, il a pas fini le film et vraiment, je le comprends. Moi, si je l'avais pas vu au cinéma, je l'aurais arrêté, je serais passé à autre chose. Equalizer 3, vous avez aimé le 1, vous aimez les films un peu d'action avec Denzel Washington, regardez Déjà Vu, regardez le premier Equalizer, mais passez le 3, vraiment. À part quelques beaux décors en Italie, il y a rien du tout. Voilà. Ah ouais, non, mais la haine, elle sort déjà, on est au 4ème là, et déjà la haine, elle sort. c'est beau. T'es prêt pour mon 4ème? Ouais, j'étais prêt dans le ventre de ma mère. Parfait, bah ça sera Oppenheimer. Je savais que t'avais pas aimé, mais je me dis, est-ce que tu vas le mettre dans ton Ah non, en fait, le problème d'Oppenheimer, je reconnais tout ce que t'as dit dans la précédente vidéo qui est la. Allez la voir, elle s'affiche quelque part, ou elle est en Quelque lien en part, on description verra. en tout cas. Mais pour moi, Oppenheimer, j'ai à 3 heures. Non, Trop long. 3 heures, tu peux te dire, bon, ça va le faire, ok, c'est long, mais il se passe des choses. Le problème, c'est que la première heure, je me suis endormi. Ouais, la première partie, tu En t'es fait, c'est. littéralement endormi. Genre, ciné, dodo. Voilà. C'est J'étais dans la vraiment- meilleure vie dans le Il s'est dans le vraiment canapé. endormi, c'est vraiment... C'est pas la première fois qu'il s'endort, mais là, il s'est vraiment endormi. Ah, et je me suis réveillé à partir du moment où le film est bien. C'est-à-dire à partir de Fort Alamo. Mais tout le début, ok, c'est son début. Il va à droite à gauche, il va en Allemagne, il retourne aux States. On voit comment il devient un des physiciens les plus renommés des États-Unis. On voit son parcours. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il va en Allemagne, il voit des gens, il fait bonjour, tu t'appelles comme ça, tu travailles sur ça, ok. Ensuite, il va ailleurs.
Et en fait, pendant 1 heure, ça va être ça. Ouais, tu Tac, vois ça tac, comme tac, une tac, tac. liste de... Et tu ne vois rien de ce qu'il a fait avant Fort Alamo en termes d'évolution de science. C'est juste, je vais à un endroit, ah, tu travailles sur ça, on pourrait faire quelque chose. Hop, on passe à un autre truc. Surtout, je passe l'histoire avec sa meuf. Oh putain, ça sert à rien. Le film, à partir de Fort Alamo, est très bien parce que c'est là où il commence à construire la bombe. Ensuite, c'est là où on découvre l'ampleur du procès qu'on suit au fil du film, toutes les magouilles de Robert Downey Jr. et compagnie. Enfin, toute la partie, la deuxième et la troisième partie est très bien. Mais le problème, c'est que la première partie, bah, si tu rentres pas dedans, c'est fini, tu rentres pas dans le film. Le début d'un film, c'est un truc qui est censé te mettre dans l'univers, te mettre dans le film, pour que crescendo, tu montes, et tu kiffes tout le reste. Si dès le début, ça se vautre lamentablement, derrière, tu peux pas... Ouais, ça va rattraper, mais ça va pas mettre le film à un statut exceptionnel. Oui, Robert Downey Jr. est un second rôle incroyable. Oui, Cillian Murphy est très bon dedans. J'ai pas dit pendant le top, mais sa femme m'avait marqué, je trouve. Son Elle rôle a une force d'esprit qui est incroyable. Force de caractère, quelle femme. Mais ça se voit surtout pendant le procès et l'interrogatoire. Mais tu te retrouves à avoir la première partie. Pour toi, vraiment, la première mais partie, la première- c'est rédhibitoire et... Si un film il te fait chier au bout de 10 minutes, le Ouais, seul tu truc te que t'as dis, envie c'est couper le film il reste et... encore 2h40 derrière. C'est ça. Alors oui, bah, la deuxième et troisième heure, la deuxième et troisième heure, ça rattrape. Le début, tu n'entres pas dedans, c'est mort. Et c'est pour ça que vraiment, j'ai pas réussi à accrocher. Ah, mais... C'est pas un flop d'année parce que le film, je vois à quel point il est incroyable, les différents plans. Non, c'est pas un mauvais film, tu dis, mais c'est Voilà, un film c'est que pas t'as un mauvais film, c'est pas- plus une déception T'es resté par devant. rapport à ce que j'attendais. C'est vraiment une déception que j'ai eue, le fait que un film de 3 heures, pendant 1 heure, bah en fait, t'arrives pas à accrocher. Soit le rythme était... Il a voulu mettre ça au début, pour moi ça a pas marché. Ok, bah mon top 1 et ton flop 4. Ah, bah, qu'est-ce ça, que tu... ou ton... ouais, On ton sait flop. que nos goûts divergent. Mon troisième va être un film qui est sorti il y a pas très longtemps et qui est Napoléon. Alors, beaucoup de trucs à dire dessus. Le problème de ce film, c'est que ça retrace pas la gloire de Napoléon. Ça retrace l'histoire d'amour entre la maîtresse de Napoléon et Napoléon. Et ça sur tout le film. On a quelques moments de guerre où on voit un peu le génie de Napoléon. Le film est rush dans les grands moments, comme on avait pu en parler en sortie de film. Ouais, c'est un Il y a film plein de où moments qui est rush. Tu sens des coupes dans le montage. Ça se focalise pas sur l'ascension de Napoléon, du petit soldat corse qui devient, qui devient chef d'équipe, mais chef de son bataillon, puis ensuite et qui monte dans les grades militaires, qui devient une icône pour la nation, qui d'un coup va dire bon allez c'est bon, je m'associe avec des gens, on va faire un coup d'état pour renverser le pouvoir parce que fuck les rois, puis ensuite bah attendez. Dans notre gouvernement, c'est moi militairement qui gère tout. Du coup, allez, je suis empereur. Et ensuite, toutes les grandes avancées qu'il y a pu avoir. Tout ce qu'il vient de dire est historiquement exact. Hein. C'est vraiment comme ça. Il a dit fuck les rois. Il l'a dit. Hein. Il n'y avait plus de rois à cette époque-là, mais il a dit fuck les rois. Et du coup, la globalité du film ne se porte pas sur l'évolution de Napoléon parce c'est trop rapide. C'est mal enchaîné et c'est pas assez explicité. Les batailles et genre l'apogée de la France qu'on a eu grâce à Napoléon. Mais sur la putain d'histoire d'amour qu'il a avec une meuf que Napoléon aime et que la meuf elle est en mode Larbin viens ici genre Alors après ça a toujours été l'intention de base de Ridley Scott Ouais, mais- mais du coup je trouve que le film 1 est mal nommé parce que Napoléon Oui. t'as l'impression de voir un film, là c'est moins un film sur Napoléon et c'est ses producteurs qui l'ont dit non mais vas-y rajoute un petit peu de contexte historique et un peu de bataille etc. ah ouais mais heureusement qu'il y a ça pour sauver le film mais sinon Et au-delà après du fait que t'aies été déçu parce que t'as l'impression qu'on t'a menti, est-ce que t'as pas trouvé que c'était un bon film malgré tout? Joaquin Phoenix il joue bien. En fait la réal elle est bien mais ça se centre trop sur l'histoire d'amour du Ouais, coup ça te montre t'as pas pas ce que t'as envie de de voir. voilà c'est pas genre tu vas voir deux armées qui vont s'opposer donc des plans des deux armées tu vas voir comment l'évolution de Braveheart, on n'est pas sur un... voilà c'est pas un film de guerre de bataille où tu vas pouvoir voir le génie militaire. On le voit dans 2 scènes au début dans le fort de Toulon et c'est quoi c'est Austerlitz Ouais je crois que c'est Austerlitz. là où il gagne dans la neige. On le voit un peu son génie à ce moment-là. Mais sinon, sur tout le reste, tu vois peu de ce qui a pu faire la renommée de Napoléon. Tu te sens sur l'histoire d'amour qu'a Napoléon. Et en fait, sur l'à côté. Et sur ça, j'ai été déçu parce que. Non, c'est frustrant, c'est un film frustrant. Ouais, frustrant, parce que- mais du coup déçu parce que Ouais, non, mais je suis c'est pas d'accord. ce que je voulais. Je te dis, en fait, c'est pas ça que je voulais Et voir. au final, mis bout à bout, tous ces éléments font que le film, si l'histoire de Napoléon avec son amante, ça t'intéresse pas,
bah en fait le reste du film n'est pas assez haut pour balancer ça. Du coup, ça peut être un bon film, mais il y a trop de choses qui font que j'ai pas aimé, parce que c'est pas ce que j'attendais, finalement. Ce film, ça correspond pas aux attentes que j'avais d'un film sur Napoléon. Ok. Voilà. Alors, on va avoir un truc en commun sur le flop 3. Mon flop 3 est Beau is Afraid, avec Joaquin Phoenix dans le premier rôle. Le nouveau film de Ari Aster après Hérédité et Midsommar. J'ai beaucoup entendu parler de Beau is Afraid comme d'un film très clivant, et je comprends pourquoi. Le truc fait 3 heures. Et moi, ça me dérange pas, hein. Killers of the Flower Moon et Oppenheimer sont dans mon top. Les films longs, ok, mais là, vraiment, ça m'a paru interminable. Le film est découpé en 2 grosses parties. En gros, la première partie, c'est quelqu'un qui vit dans un quartier et qui est totalement inadapté à la vie sociale et qui essaie de le minimum sortir. Et c'est un film qui dénonce, hein, ça dénonce, voilà. Et ça va, franchement, j'étais dedans, j'étais en mode, ok, je vois à peu près ce que tu veux dire. Et puis à un moment, il est forcé de sortir de chez lui. Et à partir du moment où il n'est plus chez lui, on est sur un trip. C'est le film le plus what the fuck que j'ai vu depuis, peut-être même dans mon top 3 des films les plus incompréhensibles que j'ai vu de ma vie. Et c'est typiquement là du style pour du style. Vraiment, c'est la branlette intellectuelle. Le réalisateur lui-même a dit n'essayez pas de comprendre mon film parce que je suis pas sûr qu'il ait vraiment que tout ait un sens, tu vois. Ça donne vraiment envie. C'est comme l'an dernier, moi, Annette, on m'avait parlé de Annette et j'ai vu Annette, j'ai détesté. Et ben là, cette année, j'ai entendu parler de Boys Afraid. Faut tenter le cinéma, même si c'est pas dans nos. Et j'ai tenté. Oh, mais c'est long en plus. Le film te balance des trucs à la gueule et tu te dis il doit y avoir un message métaphorique, il doit y avoir quelque chose. J'ai peut-être pas tout compris. Je suis allé me taper des vidéos explicatives, les mecs ont plein de théories, mais le réalisateur lui-même a dit arrêtez d'analyser mon film. Je ne suis pas sûr que tout ce que j'ai mis ait vraiment un sens. Alors après, il y a des trucs qu'on comprend, mais en fait, c'est un trop-plein de ça c'est what the fuck, ça c'est what the fuck, ça c'est what the fuck, ça c'est what the fuck. Et au bout d'un moment, je décroche en mode genre, bon en fait, je suis plus dans un film là, je suis dans un trip. Effectivement, le film entier est une métaphore, tout a peut-être un sens ou peut-être n'en a pas. En tout cas, moi je peux vous dire que j'ai pas tout compris à mon premier visionnage et qu'il n'y en aura pas de deuxième. Les acteurs, c'est pas le problème, c'est vraiment le film ne me tient pas pendant 3 heures. Au bout de 1 heure, j'étais en mode qu'est-ce que je suis en train de regarder et il n'était pas encore en train de sortir de chez lui. Quand il est sorti de chez lui, au bout de la 2e heure, j'étais en mode waouh, j'en peux plus. Mais ça peut vous donner envie, mais enfin. Envie comme tu racontes. Mais vraiment, et la 3e heure, j'étais en mode putain, mais finis-toi, vraiment finis-toi. J'ai compris, tu n'es pas un film conventionnel. Et je peux pas dire que c'est un mauvais film, parce qu'en termes de réal, il y a plein d'idées. C'est juste que j'ai pas aimé voir ce que j'ai vu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est un film qui, au niveau technique, c'est très bien fait. C'est juste que j'aime pas ce que je vois à l'écran. Et là, c'est vraiment purement du ressenti. J'ai pas aimé la proposition de cinéma. C'était une proposition de cinéma en dehors des sentiers battus. C'est vraiment pas un film pour tout le monde. Et des fois, je dis ça en recommandant un film. Bah là, je dis ça en ne recommandant pas ce film. Boys Afraid, ça dure 3 heures. Et je pense pas que ça valait les 3 heures de mon temps. Et j'ai pas aimé l'expérience que j'ai vécue. C'est cringe, c'est vraiment cringe par moment. Mais voilà, je me suis mis dans une démarche de on m'a recommandé ce film, faut que j'aille au bout. Et moi, je vous dis, ne le lancez pas et gagnez du temps de vie. Allez voir d'autres films que je pense sont bien meilleurs. Boys Afraid, c'est un vrai non pour moi. Mais c'est pas un mauvais film. Voilà. C'est juste trop perché et pas assez de sens et j'ai pas aimé l'expérience. Flop 2, on va revenir sur quelque chose de beaucoup plus terre à terre. Mon flop 2, c'est Cocaine Bear. Ou Crazy Bear, ou tu l'as vu l'ours cocaïné en québécois, qui est un nom bien mieux que Crazy Bear en français. Alors je l'ai vu. Ça me dégoûte que ce film soit le dernier film de Ray Liotta. Ray Liotta, que vous connaissez peut-être, c'est l'acteur qui jouait dans Les Affranchis. En fait, c'est la quintessence le film a un high concept, mais il n'y a rien d'autre. Un high concept, c'est quoi? C'est une idée qui vraiment est vendeuse. Typiquement, ça marche beaucoup dans les films d'horreur, Paranormal Activity. Et si on se filmait et en fait, il se passe des trucs pendant la nuit? Là, c'est et si un ours avait pris de la cocaïne, était complètement fou et tuait tout le monde? Donc on a une super idée. C'est une idée, quand tu la lis sur le papier, je me souviens quand on a découvert, on dit c'est quoi ce délire? Allez, ça peut être marrant. C'est pas marrant. C'est pas marrant. Ce n'est pas marrant. C'est vraiment cheap. Mais c'est cheap. En fait, des fois, l'ours est un vrai personnage, genre un serial killer de film, genre en mode il se planque, il fait pas de bruit, il apparaît de l'autre côté et machin et tout, et des fois c'est juste une bête sauvage. Le film a le cul entre deux chaises. Est-ce qu'on en fait un méchant de slasher, c'est-à-dire qui joue avec ses victimes, ou est-ce qu'on en fait une bête sauvage qui est terrifiante parce que c'est une bête sauvage, qu'un ours qui te court dessus et qui veut te buter, ça fait peur. Genre il y a vraiment des moments où tu vois la main de l'ours, genre tu vois que c'est une espèce de juste une tu vois ce que je veux dire, une manche articulée avec un mec qui fait ça. L'ours qui est quand même le principal du film, hein. Graphisme PS2, mais vraiment graphisme PS2. C'est un film fauché,
comme beaucoup de films d'horreur. Le problème, c'est que ça essaie d'être faussement cool, en mode genre, on sait qu'on a un concept à la con, mais du coup, regardez, ça va être ultra marrant parce que, ben non, en fait, c'est juste lourdingue. Et oui, ça m'a soutiré quelques pouffements de nez, quelques petits sourires, mais putain, c'est laborieux. Et la fin, oh, je m'arrachais les cheveux, je voulais vraiment... Ça dure 1h40 et c'était trop long. Le concept, il tient sur une demi-heure, et donc du coup, on te l'étale avec... plein de personnages qui se retrouvent au même endroit, au même moment, pour plein de raisons. On n'en a rien à branler. Il y a le fils de Ice Cube, O'Shea Jackson Jr., qui est là. Il joue mal, alors que je l'adore dans NWA, mais là, il joue mal. C'est un délire entre potes. Ils ont tourné ça en un week-end, j'ai l'impression, parce qu'ils n'ont pas dû faire beaucoup de prises pour les scènes, vraiment. C'est nul, c'est nul, c'est nul. Je me suis fait avoir par le high concept. Je savais que ça allait pas être bien, mais je pensais pas à ce point-là. Cocaine Bear, fausse bonne idée. Voilà, il y a un concept, mais c'est tout. Il n'y a pas de film, en fait. Il n'y a pas de film. Tout est prévisible. Tout ce que vous pouvez penser, ça y est, et du coup, c'est pas bien fait. Ouais, c'est censé être un direct ou DVD. Mais voilà, c'est un direct ou DVD. Mais là, c'est sorti. J'avais pas beaucoup d'espoir. Mais je voulais quand même le voir, on sait jamais. Et ben, flop 2. Flop 2, non. Moi, j'ai venir côté français. Ah, ok. Je crois que je devine. Avec un très bon Astérix. Oh là là. Les Astérix, depuis longtemps, c'est naze. C'est un délire. Et si on n'est pas dans le délire, c'est mort. On sauve les films d'animation qui étaient très bien faits par Alexandre Astier. Mais même les films d'animation adaptés des BD sont très bien. Ça a toujours été très bien. On a grandi avec ça quand on était petit. Astérix et Obélix, des persos un peu iconiques. Bon là, il n'y a plus Depardieu en tant que... Depardieu en ce moment... Bon, et maintenant, Depardieu en ce moment, c'est compliqué. Mais ce Astérix, c'est comme les autres, au service de Sa Majesté et compagnie, on fait venir des gens connus, on leur donne 2-3 répliques, et les persos centraux, ils vont avoir leur petit fil conducteur, ils vont aller à droite à gauche, ils vont rencontrer plein de gens. Oh, ils ont vu McFly et Carlito. Oh, ils ont vu Big Foley. Oh, ils ont vu Eric et Ramsey. Oh, il y a Zlatan au milieu. Etc, 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 etc. Et t'arrives à la fin, tu dis, bon, qu'est-ce que j'en tire du film? Rien. On y allait, on s'est décidé, oh, si on allait le voir. C'est pour le cinéma français. Voilà. Guillaume Canet, il a dit que si on n'allait pas voir son Astérix, on tuait le cinéma français. Et qu'il fallait qu'il rentre dans ses frais. Sinon, donc on a soutenu le cinéma français. Non mais vraiment, on sort de là, on fait bon, bah super. Alors oui, dans d'autres pays, c'est pareil, il y a plein de films nazes qui sortent au cinéma et les gens vont peut-être pas les voir. Mais là, c'est clairement le film avec le plus de budget pub française qu'il y a eu, le film avec quasiment le plus gros budget français qu'il y a eu. Ça va à droite à gauche, ça fait venir des stars juste pour avoir des stars. Et simple, l'affiche, si on la prend, pour moi, il y a l'image Astérix, Obélix et l'actrice principale qui a le rôle principal féminin dedans, qui sont dans un coin, et ensuite une liste de gens qui apparaissent dans le film. Et en fait, la bande-annonce, c'est quoi? On met les 2-3 blagues qui vont marcher, et ensuite avec un tel, avec un tel, avec un tel. Ah mais c'est une vidéo YouTube fit and fun. C'est ça, et bah ouais, super. Et ils peuvent être fiers de leur film s'ils veulent. Ils vont... ça a pu marcher parce qu'au final ils ont eu assez de gens qui sont allés le voir. En fait, il va être rentable parce que avec les ventes de DVD, etc. Mais je crois qu'au cinéma, il n'est pas rentable. Ouais, mais il est quand même dans le top des films. Ouais, il a fait 3 ou 4 millions et donc Guillaume Canet dit pour que mon film soit rentable, il faut 6 millions. Ouais, donc déjà, alors que des films français à côté, bah, tu vas en avoir des beaucoup moins. Pas cheap, parce que lui il fait clairement cheap. Les décors, c'est en papier mâché, enfin, il y a un gros problème. Mais il y a des films de moins grosse envergure qui ont tous aussi bien marché. Genre, je prends juste un exemple, j'adore les films faits par Philippe Lachaud, et il y a Alibi 2 qui est sorti cette année. Ben, le film, il suit très bien le 1 et il est très très bien. Avec sûrement un budget beaucoup moindre, moins d'acteurs, ils sont dans leur petite bande, ils font une petite comédie qui tient la route et ça marche. Et tu vas le voir, tu fais bah ok, c'est parfait. Okay. Là, tu fais une comédie à coût de centaines de millions d'euros avec une palanquée de guests qui viennent pour dire une ou deux phrases. Oh, on a un gag à vous faire dire, ça serait bien que ça soit eux qui viennent le dire, et voilà, c'est tout. Et il n'y a rien. L'histoire, bah, c'est un Astérix, ça reste classique, mais ouais, en BD. Pas en film adapté comme ça. Après, le parallèle que je peux faire, c'est que à l'époque, quand Mission Cléopâtre est sortie, c'est un peu le même délire. Il y a quand même pas mal de guests qui viennent. Ouais, mais c'était la première fois, tu vois. C'est la première fois. Et puis c'est mieux écrit, quoi. Et voilà, en termes d'écriture, c'est beaucoup mieux. Là, ils essayent toujours de surfer sur la même vague. Ah, on va faire des petits gags, on va faire venir des gens. Sauf que l'écriture marche de moins en moins. Et là où un Mission Cléopâtre est culte,
Je pense pas qu'un Astérix et l'Empire du Milieu deviennent culte par la suite, 20 ans après. Parce que les anciens Astérix filmés, il y avait un truc en plus. Chose que depuis quelques temps, tous les Astérix filmés n'ont pas. Ouais. Donc voilà, le top 2. Malheureusement, il faut en mettre un. Comme pour les tops, on va vous faire quelques petites mentions déshonorables, rapidement à la volée comme ça. Je vais commencer par The Creator, il aurait pu y être, mais on en a déjà parlé effectivement, film de SF, j'attendais, et au final c'est une coquille vide, une belle coquille, mais tu as des concepts de SF, tu n'en fais rien. C'est dommage, la SF c'est pose des questions, ce film ne pose pas assez de questions. On voit les germes, mais au final il n'y a rien qui sort, très décevant. Mais je vais commencer plutôt par Rebel Moon, le dernier film de Zack Snyder. Frérot, il t'arrive quoi? J'ai été un Snyder Zouz vraiment j'ai soutenu, mais là vraiment, ce film devait être, c'est la proposition de Snyder pour faire un Star Wars. Disney lui a dit non, il a dit ok, bah, je fais mon film, je ferai mon Star Wars. Donc il y a effectivement, tu vois très bien comment ça pourrait s'intégrer dans un univers Star Wars. C'est vraiment plus ou moins copier-coller, sauf qu'on a changé 2-3 trucs pour pas que Disney nous attaque. Ça fait 2h20, tout est rushé et en même temps tout est trop long. Tu vois ce genre de film où tout est rushé et en même temps tout est trop long. Snyder dit oui mais en fait on m'a pas laissé faire mon film, on m'a coupé etc. Mec tu peux pas nous faire le coup du Snyder Cut à chaque fois. T'as 2h20 pour développer une partie 1 et tu nous dis en fait non j'ai besoin de 4 heures. Non c'est bon mec. Apprends à couper, il y a des scènes qu'il faut que t'enlèves. Je pense que c'est un bon réalisateur mais un très mauvais scénariste. On s'attache à aucun personnage parce qu'ils ont 2 minutes de temps d'écran. C'est une fois qu'on a fait ta scène, tu ne dis plus un mot. Au niveau de la réal, on retrouve la patte de Snyder, hein, cette image un peu numérique, vous voyez les batailles de fin des films de Snyder, il y a ça tout le long du film, et en fait, non, c'est pas horrible, mais vraiment là tu me lances pas une saga, et je suis content que ce soit pas un film Star Wars, parce que si ça avait été ça, non. Ouais, en fait, au final, pour toi, Snyder, c'est comme Nolan. Il est nul à l'écriture, par contre, pour réaliser, il est très bien. Exactement. Moi, en mention, je mettrais The Fablesman, basé sur l'histoire de sur la vie de Spielberg. Mais bizarre, Spielberg n'est pas mort, il continue à faire des films. Mais Spielberg s'est dit, je vais faire un film autobiographique, clairement, sur son enfance. Voilà. T'as pas trop vu l'intérêt. Bah déjà, l'intérêt est limité quand tu fais ton film sur toi-même, donc le parti pris... Bah, on sait donc. Je pense qu'il avait besoin d'extérioriser quelque chose qui se passe dans ce film et qu'il l'a jamais pardonné. Ouais, mais... Non mais je suis d'accord, c'est pas mon Spielberg préféré. C'est le genre de cinéma que je suis pas fan. Au final c'est un film d'auteur, vu que c'est un film sur lui-même. Et sauf que comme c'est Spielberg, c'est un film d'auteur plus. Mais sinon, j'ai pas... Je suis d'accord parce que je m'attendais à voir plus de comment tu fais ton film. Il y a 2-3 scènes comme ça. Limite, ouais. La meilleure scène c'est la fin où il t'explique genre cadre jamais en plein centre, cadre un peu en bas. Oui, Et tu vois plus de trucs comme ça seraient rendus. Mais c'est ça, mais sinon, je suis tout le long du film, pas... Ta vie est pas passionnante. Alors que tu pourrais faire plus tard... Ouais, un making-of de comment il... Voilà, un gros making-of, en fait, sur ses plus gros films. En fait, t'en fais un petit film docu complet, en mode, bon bah vas-y, sur E.T., sur ça. Comment peut-être il était à l'amorce de ses idées, parce que, au final, très tôt, de tous ces films, c'est lui qui les a quasiment écrits, avec sa boîte de prod, et c'est lui qui les a réalisés. Ça a toujours été, moi je fais mes films, et j'ai quasiment carte blanche dès le début. Et c'est plus un documentaire sur ça, qui aurait plus d'intérêt et d'impact que... Alors regardez ce qui m'est arrivé quand j'étais gamin, et comment j'ai voulu aller dans le monde du cinéma et filmer des films. Et non, j'ai pas accroché du tout. Moi je vais rapidement dire à la volée, Indiana Jones, décevant, c'est pas horrible, mais c'est pas bien. Les premières 20 minutes avec Indiana Jones jeune, c'est ça que je veux voir. Et après Papy Ford, alors que c'est un de mes acteurs préférés, hein. Et il est trop vieux. Mais en fait, même en termes de scénario, je sais pas, j'ai pas été pris dedans. L'aventure, je l'ai pas ressenti, l'action, je l'ai pas ressenti. Très décevant Indiana Jones. Bah en soi, l'idée du cadran pour écrire, l'idée, elle y est. Il y a matière à faire, mais... Je sais pas, il manque ce côté, en fait, on résout des énigmes. Ouais, mais le côté qu'il soit vieux, ça s'est ressenti dans plein de scènes du film. Il y a un moment où ils doivent escalader une paroi. Dès que ça devient compliqué physiquement, il n'y a pas de scène d'action dans ce film. Ça coupe et ça passe à autre chose. Il n'y a que des scènes de course-poursuite en véhicule. Comme ça, Harrison Ford peut être assis. Un cheval est un véhicule. Et il n'a pas besoin de courir. Les scènes d'action, c'est que des courses-poursuites. Une, c'est bien. 2, ok. 3, puis t'es en mode, voilà. Il y a un manque de diversité dans l'action. Et puis les personnages sont pas ultra attachants. J'ai pas aimé. Parce que ça, la fille de son pote, j'ai pas trouvé ça... Non, c'est pas horrible. Mais voilà, était-il nécessaire de faire ce 5e? Je pense pas. Je pense pas qu'Indiana Jones soit le film préféré de quelqu'un cette année. Je vais citer rapidement, mais très rapidement, The Killer, le dernier film de David Fincher, et Opération Fortune, le film de Guy Ritchie. C'est pas des mauvais films, c'est juste que très décevant pour ces réals que j'adore. The Killer, c'est à peine bien, et Opération Fortune, c'est vraiment pas bien. Réveillez-vous les gars, j'espère que le prochain Fincher sera un peu plus intéressant, et j'espère que Guy Ritchie va remonter la pente, parce que là, ça fait un moment qu'il a pas fait un film qui m'a plu.
Fini avec les mentions déshonorables, fini le suspense insoutenable. On vous a fait languir pendant je sais pas combien d'heures, comme Oppenheimer, pour arriver à un finish qui va être Quel est insoufflé. ton pire film de l'année, Cédric? En fait, tu l'as dit, c'est Equalizer 3. Ok. Pour moi, mon top 1, c'est Equalizer 3. Ah ouais, Alors. vraiment, ça va pas, hein. Ah bah non, alors, le 1 est incroyable. Le 1 d'Equalizer est incroyable. Le 2, il y a des trucs bien, mais c'est compliqué. Là, le 3, donc, outre tout ce que tu as dit, le fait qu'il est en vacances, voilà, blablabla, il n'y a pas de méchant. Enfin, ou plutôt, lui, il vit sa meilleure vie en Italie, il est à la retraite, pépouze. Il se fait embrigader par des petits kékos, comme on les appelle. Les petits mafieux, là, ah, c'est mon territoire, payez-nous, sinon on fait des trucs. Donc, du coup, Denzel intervient dans la scène du restaurant. Résultat, il brûle la boutique de son pote. Du coup, Denzel, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il boit du café. Mais voilà, mais c'est... La situation, elle s'envenime, jusqu'à ce que les mecs de la mafia se disent bon, ils se foutent de notre gueule, on va faire la guerre. Et Denzel, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il affronte du coup tous les mafieux, comme dans ce genre de film. Denzel est intouchable et invincible, c'est Dieu, voilà. Et les mafieux, c'est genre des Stormtroopers. Et donc, ils arrivent à un traité de paix. Denzel, il sauve le village, il dit revenez pas, attention, les méchants, ils sont... Ils repartent la queue entre les jambes. Et le chef des mafieux, il dit allez, c'est bon, j'en ai marre, il faut qu'on fasse quelque chose. Dans sa maison, à Naples, je crois, ou je sais plus dans quel... ou à Rome, je sais plus dans quelle ville. Là où il était en vacances. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Denzel, il va, il rentre dans la maison, il tue tout le monde, il se barre. Fin du film. Du coup, il y a pas... Quand il y a pas décidé, de fin. La moitié du film, il décide de pas intervenir. Dès qu'il C'est décide ça. d'intervenir, c'est bon, il a gagné. Le en film fait. est réglé en 5 minutes, il rentre, il tue tout le monde, un coup, il a aucune blessure, ou peut-être vite, il a été raflé par un mec qui a un couteau. Et voilà, et c'est la fin du film, et en dernier plan, on le voit en train de siroter avec toute l'équipe de foot du village qui revient parce qu'ils ont fait un gros match. Bah super. Quand tu sais que le 1 a été incroyable quand il est sorti, le 2, il y avait de grosses attentes, bah au final, elles étaient pas au rendez-vous. Le 3, on se dit ah, allez, on va tenter un renouveau de la série, comme on peut faire plein de sagas, de films d'action. Bah non, pas du tout. C'est dur, et du coup, en termes de déception, parce qu'elle est réelle, on s'attendait vraiment à un gros film, on n'a rien eu. Et flop, bah, parce que le film n'est pas bien du tout. Voilà. C'est pour ça Tu que. vois, dans le 1, t'as la scène dans le Castorama, en gros, quoi. Ouais. Avec la musique qui monte, Ah oui, mais. l'ambiance, la manière dont il tue les gens avec un pistolet à... Le pistolet à clous. Voilà. Là, Mais il va bon, chez les je te méchants, dis, il les le tue. 1 était beaucoup trop Non, bien mais- quand il est sorti. Et ils n'ont pas réussi à surfer sur Ils avaient un plus- phénomène qu'ils ont créé. Plus cette idée de, on va prendre un mec du quotidien dans un élément du quotidien, genre un magasin de bricolage, Ouais. et on va faire une scène iconique, quoi. Vraiment, il Mais n'y a pas bon. une scène qui est iconique, là. Ouais, et c'est pour ça que ce film est top 1. Malheureusement. Mais du coup, voilà, comme tu as précisé en début de ton top, c'est. Pour une fois, c'est un truc qu'on a en commun. On va avoir un deuxième en commun, puisque mon film top 1 que j'ai le plus détesté cette année est évidemment Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Putain, mais putain. Alors, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, et je vais rajouter aussi ma petite patte. Je crois qu'il a 80 millions de budget, ce qui est énorme pour un film français. Pas plus. Je crois qu'il a pas... Ouais, mais 80 millions... Ah, il y a- je pensais en centaines. Ouais, tu l'as dit tout à l'heure, je pense pas. À Ok. vérifier l'info, mais je crois que c'est 80 millions de budget. Et malgré tout, tout sonne cheap, mais tout sonne tellement rafistolage. Alors, je comprends l'idée. Tu fais un décor et un univers de BD. Tu peux avoir cette idée de, comme j'adapte une BD, je rends pas tout très réaliste, mais en fait, t'as l'impression de voir un film fauché, alors que c'est le film qui a le plus gros budget de l'année. Jonathan Cohen... Et je vois tant cohénise, c'est pas que j'en ai marre, il peut être très bon quand tu lui donnes un bon rôle, mais là, il cabotine. Alors c'est un mec qui est capable de faire beaucoup d'impro, je suis sûr qu'il a improvisé pas mal de trucs et que c'était probablement mieux que ce qu'on lui avait donné à jouer, mais ça se voit quoi, ça se voit que le mec cabotine. Je sauve Ramsey m'a vraiment fait rire. Je sauve Jules César, on peut pas sauver, ne pas sauver C'est vrai Jules César. que- C'est notre image de notre conversation depuis la bande-annonce, c'est une excellente vanne, voilà, c'est comme Donjons et Dragons. La Et vanne est dans le. la vanne est validée. Bonjour, Jules. Mais putain de merde, Ouais, ouais. Astérix C'est et vrai que Ramsey, Obélix. ouais, était bien. Astérix et Obélix n'ont aucune espèce d'intérêt dans ce Il film. n'y a pas d'alchimie entre les deux. Le problème, c'est que les films live-action Astérix ont tendance à se concentrer sur le fait que les deux s'engueulent tout le temps. Mais en fait, on n'a pas envie de suivre deux personnages qui s'engueulent tout le temps. Apprenez à montrer Astérix et Obélix qui sont complices, et à un moment du film, ils s'engueulent parce que voilà, hein. Mais là, ils s'engueulent dès la première minute dans la forêt, ils s'engueulent tout le temps. Il y a zéro alchimie entre les deux, ils n'ont aucun impact sur le scénario. En fait, Astérix et Obélix sont en arrière-plan, ils boivent leur café pendant que tout plein de personnages et tout plein de guests font plein de trucs dont on s'en bat les couilles.
c'est laborieux, de chez laborieux. Et Guillaume Canet qui est en mode genre si vous soutenez pas mon film, vous soutenez pas le cinéma français, mais ta gueule frérot, fais un bon film et on ira le voir. Non mais quand un film est bon, on va le voir. On a tous les deux des films français dans notre top, il n'y a pas de problème, mais là, concrètement, tu t'es foutu de notre gueule. T'avais pas les épaules pour le faire, t'es pas un bon Astérix, t'es pas un bon réalisateur pour ce film-là. C'est pas grave. Je trouve que Gilles Lelouch s'en sort bien en Obélix, mais Ouais, tu il prend vois une bonne relève. et Obélix, il a juste un pantalon trop grand, il est pas genre gros, et c'est pas grave, allez... J'essaie de me rappeler de ce qui se passe dans ce film, j'y arrive pas. Ouais, il est oubliable. Il était vendu comme le film de l'année française, alors que il y a eu Les Trois Mousquetaires, partie 1, partie 2, les deux sont sortis cette année, qui est largement meilleur. Bien plus intéressant. Moi j'ai un gros problème, c'est que, encore une fois, le fondamental c'est que tu peux tenter de faire des vannes et tout, mais Astérix dans ce film n'est pas Astérix. Astérix c'est quelqu'un qui est malin, qui est un petit peu moqueur. Vraiment, les meilleurs Astérix sont vraiment les dessins animés. Les 12 travaux d'Astérix. C'est incroyable. Astérix, il résout des énigmes en étant plus malin. C'est le cas avec le judoka, c'est le cas avec les notiseurs. Et on n'a jamais ça, on n'a jamais ce Astérix dans les films. On a un Astérix colérique qui s'engueule avec Obélix. Putain, on s'en bat les couilles. Il est jamais malin dans les films. Il est jamais malin. C'est juste l'histoire, on le voit à travers lui. Donc en fait, arrêtez de faire des Astérix qui n'en sont pas et qui sont juste une vidéo fit and fun. Je suis mort de malaise. Mais vraiment, le moment le plus malaisant de toute l'année au cinéma. Angèle. Alors c'est oui ou bien c'est non? Heureusement c'est la dernière minute du film parce que vraiment là j'étais mort. Voilà. J'étais mort sur mon siège de cinéma, tuez-moi. Si c'est pour écrire ce genre de vanne, prenez un autre matériel s'il vous plaît que Astérix. J'en ai marre que Astérix soit juste un support de référence culturelle française. Créez une histoire avec Astérix et ensuite rajoutez-y quelques vannes si vous voulez. Bref, Astérix et Obélix, c'était ni fait ni à faire, je déteste cette expression et ce film m'oblige à dire cette expression de merde. Guillaume Canet, retourne faire les petits mouchoirs ou la belle époque là où tu fais des vacances avec tes collègues et tu appelles ça un film, mais là tu devais gérer un film, tu devais gérer des décors, tu devais gérer des cascadeurs et t'as pas réussi, vraiment, mission échouée. Pas besoin d'aller tourner en Chine, faites un Astérix qui se passe en France avec un bon scénario et des bons personnages et on ira le voir, c'est tout. Arrêtez de mettre 80 millions dans des idées qui sont connes, juste à la base l'idée est conne. Je suis vraiment dégoûté qu'un film français soit mon flop de l'année, c'est pas mon but de défoncer mais c'est trop. C'est trop. Faut qu'on arrête de faire des films comme ça et qu'on se concentre sur d'autres projets. C'est le cinéma français. Il est stéréotypé. Donc moi je décolère pas de ce film. Il sera oublié dans 2 ans. Il sera oublié, mais complètement jusqu'à oublié. l'annonce du prochain. Je pense qu'il y a vraiment personne qui, en finissant ce film, s'est dit « Putain, j'ai grave envie de le revoir ». Essayez de faire des films que t'as envie de revoir. Donc voilà, je pense que j'ai craché mon venin. José Garcia, il a une vanne tout le film. Au bout de 20 minutes, t'en as marre de sa vanne. Alors elle est marrante, hein, mais au bout de 20 minutes, t'en as marre. Bon, je m'arrête. Je m'arrête jamais. La vidéo doit se terminer. Voici donc qui conclut notre flop de l'année 2024. 23. 2023. Bon après, j'ai pas trouvé que c'était une année globalement horrible en termes de cinéma. Pas horrible, mais pas exceptionnel non plus. Dans le sens des films qu'on a pu voir, moi, et... Enfin, moi en tout cas, c'est pas une année... Dire, oh, putain, il y a eu tel film, oh là là, mais il y a eu que des bangers toute l'année. Non, il y a... Je sais pas. Une année moyenne, je trouve. C'est ça. Après... Sachez que bien sûr on a fait le flop avec les films qu'on a vus. Il y a certains films qu'on n'a pas vus, aussi bien des très bons que des très mauvais, qui je pense auraient eu leur place. Moi je pense notamment à Transformers Rise of the Beast ou à quelques comédies françaises qui à mon avis auraient été projetées immédiatement dans mon top 5. Mais voilà, d'un moment on n'est pas maso et on va pas voir 150 films par an non plus. T'inquiète, il y a les vacances de Blanche Gardin qui sortent cette année. Ah mais oui, Blanche Gardin avec Houellebecq là où tout le monde va en Guyane pour faire celui-là pour faire un concours de sosie de Michel Houellebecq. Mais est-ce que c'est vraiment pas juste genre tout le monde est en vacances et au fait on va tourner un film? C'est la même chose qu'Equalizer mais avec Blanche Gardin. Juste pour le délire, on le regardera mais pas au ciné. Ah non, je refuse de donner une entrée à ce truc. Donc voilà. On espère que ce flop vous aura plu, on espère que vous avez apprécié de nous voir cracher notre venin. N'hésitez pas à nous dire en commentaire quel est votre film de l'année que vous avez détesté. Et si on a dit quelque chose de scandaleux, hein, ce qui est le cas. Je pense qu'il y a peut-être eu des choses scandaleuses. Moi sur Donjons et Dragons, sur Oppenheimer, je pense qu'on ne s'est pas fait les collègues. Mais voilà. Et en tout cas, nous, on se revoit quand on se revoit pour une prochaine vidéo. Et salut à tous! Alors, instant pub, j'ai oublié le troisième. Il a oublié le troisième. On travaille pour cette émission, on travaille pour cette émission.